Ah oui, ça ne sert à rien. Merci, je suis très content d'être là. Je voudrais remercier d'abord Olivier Passieux pour cette invitation, ainsi que Clara Paquet et Delphine Etchepart de m'avoir invité ici. Donc oui, je suis très content. Donc effectivement, pour refaire une seconde présentation, j'appelle Antoine Med, diplômé en 2016 des Beaux-Arts de Caen-Cherbourg, enseignant actuellement depuis un mois aux Beaux-Arts de Nancy, et du coup invité en tant qu'artiste plasticien à intervenir auprès des deuxièmes années dans votre école. Donc c'était l'occasion de commencer par une conférence sur mon travail, ce que j'ai jamais fait. Enfin, parler de mon travail, c'est un truc que je suis habitué, mais pas dans ce format-là. Donc j'ai préparé un PDF un peu chargé, mais que je trouvais amusant de traiter à la façon dont je peux considérer moi-même mon rapport à l'image et à la production. C'est-à-dire que moi, je ne considère pas avoir une thématique, c'est des choses que j'ai tendance un peu à fuir, plus une méthodologie qui est liée à un rapport à l'image avant tout, et après au dessin, et après à la sculpture et à sa mise en espace. Donc à la base, si vous avez pu lire le texte, je ne sais pas, de la diffusion, c'est d'abord vraiment, je pense que c'est lié à une culture de l'image qui va être liée à un lien à l'ordinateur. C'est-à-dire que pour moi, l'art contemporain s'est passé d'abord par les médiathèques et par Internet, dont Tumblr. Le cinéma s'est passé par la possibilité d'accéder à des films souvent illégalement, souvent en passant beaucoup de temps connecté et à échanger ou à prospecter sur Wikipédia, sur différents sites de connexion, avec vraiment un rapport hypertexte à la connaissance. C'est-à-dire qu'on passe d'une chose à une autre, d'un article à une autre, et on peut passer des heures, des soirées, des nuits comme ça. Et c'est comme ça qu'on se rend compte que tout est fait d'un rhizome, que les choses sont connectées, et qu'on peut vraiment être confronté à une sorte de flux d'informations et de connexions. Et c'est ce qui formate mon travail. Enfin, c'est ce qui porte un peu la façon dont je travaille. Donc effectivement, j'ai aussi deux collaborateurs. Donc je travaille en solo. C'est là-dessus que je vais commencer. Et si on trouve le temps, d'ailleurs je vais peut-être mettre un chrono, parce que souvent j'ai tendance à soit parler 15 minutes, soit 3 heures. Et on va essayer de trouver une nuance entre les deux. Je travaille du coup à la fois en solo, mais aussi en duo avec Louise Exégève, principalement en dessin, que j'ai rencontré d'abord au lycée, puis avec qui j'ai fini par collaborer à partir de la deuxième année des Beaux-Arts. Donc c'était il y a maintenant 10 ans, donc un tiers de ma vie, plus d'un tiers de ma vie. Et ça fait 4 ans que je travaille avec Clément Garcet-Leguez, qui lui est plutôt du côté de l'artisanat et de la céramique, qui vient d'abord de la mode, et qui m'a initié par exemple à faire mes émaux moi-même et à me mettre à la pratique du grès plutôt que la faïence. Et donc voilà, à partir de cette présentation, je voulais commencer par vous parler de mon diplôme de DNSEP, parce que je trouve ça intéressant que vous voyez un peu là où on commence aussi avant de développer les choses. Donc ça commençait par ça. Ça commençait par une sorte de couloir, voilà, à travers d'images que j'avais sur mon Tumblr, comme une sorte de racine à la pratique, vu que c'était d'abord cette façon que je travaillais, c'est-à-dire que j'avais une collecte d'images, une sélection à partir de ce que me proposaient les gens que je followais, un peu comme n'importe qui fait, et ça me permettait d'une base de produire ensuite. Donc, comme l'image qui peut être derrière, c'est Aby Warburg, c'est l'Atlas Mnemosyne. Donc c'était une pratique d'un théoricien un peu farfelu, qui notamment avait une théorie de la polarité des images, et qui lui aussi pensait que les images comme ça avaient une sorte de connexion, avaient une sorte d'émotion qui pouvait se créer. Et c'était un travail que, encore aujourd'hui, je ne comprends pas tout à fait, mais qui était une influence pour moi de travailler à partir du document, et que le document lui-même pouvait être une expérience. C'est-à-dire que si vous êtes familier, par exemple, de Walter Benjamin, je ne sais pas si vous voyez, donc l'œuvre d'art à l'art de la reproductibilité, si je ne me trompe pas dans le titre, technique, voilà, je savais qu'il manquait un truc. Il y a l'idée qu'en fait, une œuvre d'art originelle a une aura, ce que je ne vais pas contester, mais moi je défends aussi le fait que l'œuvre diffusée aussi bien sur un portable que sur un écran est aussi une expérience qui est différente, mais qui provoque une influence et qui provoque aussi un flux, notamment par les actions de scrolling, dans ce que peut être aussi les séquentialités d'une image à l'autre. Ça crée une influence, ça crée aussi une digestion après, car face au flux d'une centaine, des milliers d'images qu'on peut consommer par jour, c'est les images qui marquent aussi opèrent un choix. Donc, parmi toutes les choses qu'on peut voir, il reste des choses, et ça, c'est déjà fort pour moi.
Et donc c'est un peu comme ça que les choses se passent, c'est des choses que je vais regarder, que je vais digérer, qui vont devenir des images. Donc le choix de ce PDF, je l'ai un peu fixé à partir de ce que j'essaie de faire sur Instagram, donc je vais vous montrer rapidement, où en fait à chaque fois, maintenant que je poste une image, j'essaie de mettre les références par la suite, parce qu'autant les rapports de titre et les rapports de texte à partir d'une œuvre sont toujours un peu laborieux pour moi, le fait de pouvoir créer des rapports d'images qui seraient en eux-mêmes la médiation est pour moi déjà un langage qui m'importe. Donc là, c'est pour cette pièce-là. Je peux vous en montrer une seconde, par exemple, sur un dessin. Voilà. Donc il y a aussi un plaisir par rapport à ça, à montrer des images plus ou moins obscures. Parfois des choses voilà, qui sont vraiment de l'ordre de la niche, voilà, Jojo, comme certains l'ont compris, ou bien voilà, des images qui peuvent être aussi de l'ordre du registre contemporain. C'est aussi un questionnement des hiérarchies par rapport à ça, vu que cette expérience sensible, elle peut se faire aussi bien sur les documents trouvés sur Internet, voilà, des images archéologiques, que voilà, des images qui vont venir de Devilman. Et voilà, ou un truc que j'avais vu quand j'étais gosse dans un magasin de DVD où il y avait cette couverture qui était tout le temps là et qui était terrifiante et qui restait du coup. Voilà un film problématique et une mascotte de jeux vidéo. Et c'est ça qui peut donner ça. Il n'y a évidemment pas que ça, parce qu'il y a les images qui vont venir après, qui vont m'évoquer des souvenirs, il y a les images qui viennent avant, et il y a évidemment un rapport au dessin. Est-ce que vous avez des questions là-dessus déjà? Non? Bon. Donc je vais continuer. Donc ça, voilà, c'est la première salle dans laquelle on rentrait, qui donnait après suite à ce genre d'images-là. Donc des dessins sur Craft faits sur du gesso, qui étaient encore une fois des espèces de dessins en geste qui pouvaient se faire assez rapidement, qui font référence à différentes sources. Ce qui est important, c'est qu'à l'époque, il y avait beaucoup un discours sur la mémoire, sur des choses de l'ordre du vernaculaire, qui était le discours un peu autorisé que je me permettais aux Beaux-Arts. En fait, ce qui est le plus important, cet accrochage, je pense que c'est un rapport à l'économie. C'est-à-dire que c'était un diplôme qui était fait quasiment que avec les ressources gratuites de l'école. Tout ce que je pouvais faire gratuitement, donc la céramique, la terre était gratuite. C'est ce qui a vachement aussi propulsé ma pratique ensuite. C'était aussi des ateliers qui étaient à l'abandon. À un moment, c'était pas encore glamour comme aujourd'hui de faire la céramique. Et c'était aussi les matériaux que je pouvais un peu emprunter ou voler à l'école sans avoir trop de dégâts, notamment le craft et le gesso, qui permettaient de faire des dessins et des sortes de peintures avec une économie minime. Et ce qui m'a permis voilà, de faire un NSEP pour 20 € peut-être. Ce qui est important, enfin, ce qu'a mentionné Olivier, c'est que ma pratique est aussi basée sur une économie, c'est ce que je peux faire. Il y a un rapport vraiment de me dire qu'est-ce que je peux faire à mon échelle pour avoir une sorte d'efficacité par rapport à ce que je veux exprimer. Donc il y a les images que je manipule, il y a les moyens que j'ai et il y a les moyens qu'on me donne aussi. Pour être vraiment tout le temps dans un rapport... pas au bord du gouffre, mais tout le temps faire ce qui me plaît le plus. Parce que dans ce travail-là, dans ce besoin de consommer des images, il y a aussi un besoin de les restituer aussi. Oui, donc il y avait aussi ça, par exemple, ça c'est une sorte d'installation. J'ai toujours une sorte de rapport un peu compliqué avec les questions romantiques dans le travail, et ce que pouvait être aussi bien des sentiments, ce qui pouvait être aussi les postures d'artistes, et même ce que pouvaient être les postures érotiques. Donc là, c'était une sorte de subversion, qu'on peut faire à 22 ans de ce que pouvait être le shibari, avec des rapports de mèmes en fait et des sortes de démonstrations un peu ridicules comme ça à l'époque. Bon, c'était pas formidable, mais c'était plutôt les dessins derrière qui m'intéressaient, qui sont devenus une pratique récurrente pour moi. Donc d'avoir des images comme ça que je pouvais remanipuler sur Photoshop à partir de bandes dessinées, d'images voilà qui restaient. Et donc voilà, par exemple, sur ces deux images-là, c'est une image issue d'un auteur dont j'ai oublié le nom, mais qui était un auteur un peu horrible, qui a fini SDF et qui est mort sur un banc, mais qui battait sa femme notamment, mais qui avait toute cette pratique d'avoir fait la première super-héros féminine qui pouvait changer son visage et devenir ce genre de monstre. Et ce qui était intéressant, c'est que les boucles dans ses cheveux produisaient des yeux, ce qui existait aussi dans un autre auteur de bande D, un mangaka qui s'appelle... Ah, je l'ai oublié la page. Bon, bah, je l'ai pas. C'est pas grave. Ah, c'est là. Junji Ito qui avait fait une BD qui s'appelait Spirale, où de la même façon, un des personnages voyait ses cheveux hantés par la malédiction du village et finissait aussi par produire cette espèce de globe oculaire qui m'évoquait aussi le travail de Jim Shaw, qui avait fait toute une série comme ça de coiffures
Et aussi un film qui s'appelle, c'est dans le film de Hitchcock, où il y a un plan sur les cheveux de Kim Novak aussi qui reproduit cette spirale. C'est Vertigo ? Ouais, c'est Vertigo, hein, bah oui. Il y avait du coup ce rapport en fait pictural des cheveux qui m'intéressait, peut-être en pleine calvitie naissante, qui créait aussi un rythme de dessin qui en soi justifiait voilà, la volonté de produire. Parce que tous ces dessins-là, en fait, c'est juste des images mises en valeur de noir et blanc, et après photoshopées, et après il y a aussi une sorte de plaisir de se faire soi-même un peu imprimante en le projetant contre des surfaces comme ça, pleines de gesso, pleines de textures, et vraiment se faire imprimante et faire une expérience du dessin et du trait un peu différente comme ça. Et ça permettait aussi, encore une fois, dans ces rapports d'économie et d'espace-prix, d'habiter l'espace avec un moindre coût et une moindre énergie aussi, tout en parlant de quelque chose de plastique et d'une situation économique. Donc je peux revenir sur cette pièce-là, par exemple aussi, c'était une pièce qui est produite à partir d'un rêve où j'avais vu un film qui s'appelait Je t'aime d'Alain Resnais, où dedans il y a une espèce de grosse machine qui permet de projeter les consciences des protagonistes dans le temps. Et j'avais rêvé de cette machine qui devenait un bâtiment qui prenait feu. Et ça a suffi à produire une pièce qui est encore aujourd'hui une pièce que j'apprécie beaucoup. Donc voilà. Ça aussi, c'était une espèce de... Ça s'appelle la lanterne. Donc c'était quelque chose qui à la fois était une sorte de palette de peinture, une sorte de lanterne un peu graphique, et aussi une interprétation des yeux dans les mangas et les animés, où les éclats ont en soi une sorte d'expression assez forte avec des rapports de couleurs, des rapports de blanc et qui exprime une émotion souvent un peu débordante, un peu larmoyante sur les protagonistes. Et ça suffisait encore une fois à faire un dessin à partir de ça, par le dessin à déformer, et à avoir cette espèce d'objet un peu hybride. Ça, c'était l'expo par la suite de l'école. Donc là, on avait une expo des félicités auquel j'ai participé. Donc c'est la première expo juste après, on avait le droit à une résidence, où là, on produisait pour habiter une abbaye, un lieu protégé. Donc on n'avait pas le droit de toucher au mur. Et beaucoup de règles comme ça. Et ce qui m'intéressait dans cette espèce d'abbaye, c'était les rapports un peu de fantômes qui pouvaient exister dedans et un rapport au plat. Donc j'ai voulu confronter deux œuvres qui m'intéressaient à ce moment-là. Donc c'était Mystère et mélancolie d'une rue de Chirico, où il y a cette espèce de silhouette d'une enfant qui jouait avec un cerceau. Et le cerceau, pour moi, à nouveau, produisait une sorte d'œil qui m'amusait de ficeler à la façon d'une sorte de mauvais dreamcatcher et de le mettre dans ce rapport de plat et d'ombre en commun avec cette pièce qui faisait pour moi référence à deux personnages. Donc la sœur de la sorcière de l'Ouest dans Le Magicien d'Oz qui se fait écraser dès le début et qui a juste les pieds qui dépassent. Donc une sorte de mort un peu dramatique mais qui est mise en dérision comme ça par juste cette espèce de barillet qui se vient être pillé par Dorothy sans vergogne. Et à la fois le personnage du prince Conrad dans le château d'Otrante d'Horace Walpole, où c'est une sorte de personnage un peu pathétique. Le Château d'Otrante, c'est un des livres phares du romantisme noir. C'est 17e, 16e siècle. Oui. Je voulais voir si j'ai une bêtise par rapport à ce livre. Et non, mais ça m'aide. Donc c'est un des livres du romantisme noir, donc c'est un livre très dramatique où il y a des fantômes dedans, mais beaucoup de scènes de dérision et de ridicule, dont le prince Conrad qui doit se marier et avant son mariage est écrasé par un casque géant. Et en fait, pareil, il n'y a que les pieds qui dépassaient. Et je trouvais ça intéressant, une abbaye qui invoquait un peu cette espèce de fantôme, de créer ces deux personnages plats, écrasés par le poids du temps. Donc voilà, ça c'est une pièce que j'ai faite, un peu ridicule, qui s'appelle Bonjour, bonjour Monsieur Cheval. En fait, ça m'intéressait en préparant cette conférence. Je tombais sur toutes les pièces que j'ai jamais présentées, que j'ai un peu oubliées. Donc cette pièce-là, c'était juste, ça venait à la base d'une peinture de Maud Maris, qui est une peintre qui produit à partir d'objets qu'elle produit ou qu'elle trouve. Donc c'est une vache Playmobil qui avait la tête démontable. Donc j'ai retravaillé la tête sous cette forme-là, sous cette espèce de forme de Lego. Et j'ai appelé comme ça parce que ça m'évoquait, attention, la peinture de Courbet qui s'appelle Bonjour Monsieur Courbet, où il y a une sorte de prétention à pouvoir enlever le couvre-tête, comme c'est le cas de cette espèce de cheval-vache. Donc ça a suffi à faire ça. Et après, il y a eu cette deuxième tête, donc là, qui est la tête du cheval, qui a un peu muté, un peu comme dans le film de Carpenter, et finit par avoir sa propre vie. Et pareil, parce que ça m'amusait beaucoup, c'est aussi par la déformation du dessin que ça finit par créer ça. Pareil, ça c'était une case d'une BD de Donald, probablement de Karl Barks, Don Rosa,
qui s'appelle Du pain et du salami, parce que c'est en fait Donald qui ouvre un sac où il espère trouver un trésor et tombe sur ce pain et ce salami et s'exclame du pain et du salami, parce qu'en fait il y avait juste un changement de traitement très soudain que je trouvais incroyable en fait dans cette BD, et j'avais envie de lui donner la taille qu'il méritait en dessin. Donc voilà. Oui, pareil, dans les projets oubliés, ça c'est une expo que j'ai fait au Palais de Tokyo. En fait, c'était un peu drôle. C'était une expo, on m'invitait un mois avant la deadline à faire des pièces pour Pâques. On m'avait demandé de produire des œufs. Donc c'était vraiment un projet un peu bidon. En fait, je crois qu'un artiste avait refusé le projet sur le tard. Du coup, ils ont demandé à quelqu'un qui avait du temps libre d'accepter ce projet qui paraissait incroyable à l'époque parce que j'avais 24 ans. Et en fait, c'est une expo qui n'a jamais eu lieu. Enfin, c'est une expo qui n'a jamais été visitée. Donc j'ai fait le montage, ça a duré un mois, mais il y a eu un malentendu, ce qui fait que le vigile a empêché les gens de rentrer. Et donc voilà, j'ai fait cette expo. Ils ont oublié de prendre des photos, et c'est pour ça que j'avais pas de photos. Puis j'ai retrouvé les photos d'iPhone qu'une amie m'a envoyées. Alors que c'est une expo, voilà, j'ai été payé, il y a eu un texte, mais il n'y a pas eu de diffusion parce que le commissaire est parti et a oublié de le faire. Donc c'est un petit peu drôle. Mais j'ai eu beaucoup d'expériences comme ça, de rater, qui moi me fait rire. Hein. Enfin, c'est pas très grave. Enfin, puis j'étais payé pas cher, mais bon, c'était aussi marrant à faire. Puis c'est des pièces que j'ai retrouvées comme ça, qui sont honnêtement drôles. Donc voilà, plein d'œufs un peu en dépression. Ça m'intéresse aussi ce rapport un peu l'œuf comme une espèce d'objet hyper presque surréaliste contemporain, qui pouvait être des véhicules, qui pouvait être des choses comme ça, qui faisait penser même à des objets de bolide qui prenaient vie. Et en même temps quelque chose d'assez fragile et assez pathétique qui nécessite de prendre un soin. Donc voilà, donc il y avait une espèce d'œuf qui pondait des œufs, un œuf qui marchait dans sa propre substance, cette espèce de volaille surprise de sa propre ponte. Et voilà. Ah oui, aussi ça, du coup, cette espèce de Baylite, pour ceux qui connaissent, qui était atteint. Il y avait listé des runninoses comme le blanc de l'œuf mal cuit qui faisait penser à de la morphe, qui m'amusait, et qui m'évoquait aussi cette forme d'un manga qui s'appelle Berserk, où il y a une espèce d'objet mythologique qui finit par provoquer des drames un peu subvertis de cette façon-là. Sachant que vu que j'avais qu'un mois, la moitié des pièces ont explosé. Du coup, cette pièce-là, j'ai pu la reconstruire avec du plâtre, et en fait, c'était pas plus mal. Ça, c'est un projet pareil où j'ai bien récupéré les pièces. C'était Office ABC qui m'a invité à faire des pièces à partir de films. Et j'avais extrait des films que j'avais regardés, différents éléments qui me plaisaient. Et je leur avais donné à les mettre en scène par rapport à leurs propos de paraphrase de ces films-là. Et pareil, c'est une expo que j'avais oubliée, mais qui était pas mal. Voilà. Ça, c'est une expo qui s'appelait Le Bureau du Pavot, qui avait été curatée par Louise Axégève, avec qui je travaille. Donc pareil, c'est une expo qui a duré 3 nuits. C'est une expo qui était ouverte de 21h à 3h du matin, qui a été vue par 10 personnes, mais qui était assez super, enfin que j'avais beaucoup aimé, où en gros c'était vraiment dans un bureau, voilà, en plein milieu de Paris, auquel elle avait eu accès. Donc il y avait un long couloir qu'on ne voit pas. Elle a mis en scène nos pièces comme ça, comme habitant le lieu de la nuit. Donc c'était des pièces de moi, de Laura Porter, de Nadia Agnolet et Clément Garcia-Leguez, avec qui j'ai collaboré par la suite. Et donc voilà. Ouais, dans le PD, je me suis trompé, j'ai mis un gros écran blanc, un grand écran rose, mais c'est pas grave. Ça, c'est une expo que j'ai, pareil, peu de visibilité. C'était une expo à la Villa Belleville, invitée par Laura Porter, donc par la suite, qui m'avait invité à proposer des pièces qu'elle avait mis en commun avec son travail. Donc elle avait pris ces objets-là, les avait confrontés à des plantes, avait mis des légumes dedans, des carottes, et elle fait un accrochage qui était assez chouette. Et qui m'avait beaucoup plu à l'époque. C'est vrai que c'est un truc que j'aime bien, que ce soit dans la première expo ou la suivante, c'est d'avoir mon travail qui est presque dépossédé. C'est-à-dire donner mon travail à des gens qui vont le décontextualiser et le mettre en scène différemment, vu qu'il y a ce rapport forcément narratif, souvent de personnages, de visages polysémiques avec différentes têtes. Les voir un peu mis dans des situations un peu différentes, c'est juste que j'apprécie, que ce soit avec Louise ou avec Laura ou par la suite avec d'autres personnes. Ça, c'est une pièce qui s'appelle J'ai oublié. C'est pas le titre, c'est que j'ai oublié. C'est Humeur vitrée et corps flottant. Je crois que c'est ça.
Après, bon, les titres, c'est pas très important pour moi, parce que souvent, c'est des choses qui synthétisent un peu les objets. Donc c'est plus des titres que je vais mettre pour plus flouter, soit pour décrire un peu bêtement, comme on pouvait faire à l'époque, quand on trouvait les tableaux et qu'on devait leur donner des titres, soit justement au contraire des choses qui vont un peu tourner en dérision ou donner une sorte d'humilité, plutôt qu'un truc qui va donner un truc plus pompeux, même là c'est un peu le cas. Donc là c'est un peu pareil que pour la lanterne, mais plus un rapport de marais. Et oui, humeur vitrée, corps flottant. Parce qu'il y avait ce terme, en fait, c'est le liquide qu'on a dans les yeux, dont les oiseaux sont très friands. Et en fait, il y avait ce truc vraiment de liquide très spécifique qui permet en fait de voir qu'il y a une consistance spéciale, qui est plein de vitamines notamment. Et il y avait une espèce de truc qui pouvait potentiellement pourrir, qui faisait penser à des marais, qui pouvaient être aussi propices aux bactéries, et qui faisait penser aussi à cette espèce c'est dans la Guerre des Mondes, c'est dans le remake des années 80 ou 70, où le robot des aliens, qui eux-mêmes sont sensibles aux bactéries, finissent par mourir de ça, ont cette espèce de Simon en guise d'œil qui clignote et qui a ses facettes comme dans les yeux d'animés qui m'étaient chers. Ça, c'est l'école molle. Et je crois que j'ai pas envie d'en parler. Ça suffit comme ça. Ça, c'était un bocal pour deux. Un peu de la même façon, je ne sais pas si j'ai besoin d'en parler. Puis comme ça, on gagne un peu de temps. Mais je vous laisse regarder. Hein. Donc pour les détails techniques, peut-être juste, ça c'est de la faïence avec du cristal dedans. Et c'est pareil pour ça. Donc il y a eu un moment, j'ai bien aimé avoir des espèces de cuvettes dans mes céramiques où je mettais des billes de verre ou du cristal récupéré. Et ça fondait dedans, c'est des espèces de surface de lac ou de glace un peu qui fissurait avec le choc thermique à la redescente. Et donc là c'est pareil, ça emprisonne les deux poissons qui sont derrière, le visage. Ça c'est bisous bisous, pareil. Je ne sais pas si c'est bien d'en parler. Ça c'est coincé. Donc ça vient par exemple, l'image, ça vient d'un film d'horreur qui s'appelle Ça. Il y a eu un remake qui l'a rendu plus célèbre avec un clown adapté d'un récit de Stephen King. Et le film original, c'est un film avec Curry, Steve Curry. Je ne sais pas si vous savez. J'ai oublié son prénom, mais bon, avec un acteur qui a vraiment porté le clown. Et en gros, cette scène-là, en fait, c'est dans une salle de douche où il y a un enfant qui se lave et en fait, il arrive à sortir de la bonde comme ça en l'écartant, et c'est en stop motion, donc c'est en pâte à modeler pendant la seconde où il sort. Et c'est assez terrifiant. Et c'est une image qui a marqué enfant, de ce clown qui vient agresser un enfant sous la douche pour des raisons évidentes d'horreur. Mais ce que j'aimais, c'est l'idée d'avoir cette scène où en fait les deux mains sont coincées dedans, où ça fait comme une sorte de plante morte, qui pareil en fait en redissinant cette espèce de mémoire donnait cette espèce de forme-là qui me plaisait en soi. Ça, pareil, pour en parler rapidement, c'était une sorte de... Je ne sais plus comment ça s'appelle, je crois que c'est Hubris. Donc c'est vraiment une sorte de forme un peu gustonienne ou même de rapport de dessin comme de Stoltenberg, d'immeubles mous. Parce qu'il y a ce truc aussi de la mollesse dans la céramique qui est toujours un peu tentante, c'est-à-dire qu'on sculpte les choses, on les caresse aussi, on les fait monter. Il y a toujours ce truc un peu dramatique, quand on fait des pièces, on passe du temps dessus, en fait elles s'effondrent sur leur propre poids, ce qui est à la fois un peu nul et un peu drôle, surtout quand on fait des visages, de voir ce truc qui... après 2 jours de travail. Et du coup, ça inspire des formes, d'avoir cette espèce de chose qui s'autodétruit, qui se ramollit. Et l'idée d'avoir une sorte d'architecture comme ça qui puisse être malléable, qui puisse échanger, c'est un truc qui me plaisait bien. Et c'était notamment inspiré par cette case de Donald Duck aussi, où en fait c'est tout un récit où Donald Duck, il a plein de métiers qu'il perd en permanence parce qu'à chaque fois il développe des talents assez fous, mais il finit toujours par faire le truc de trop qui fait que c'est un échec. Et là notamment c'est Donald Duck démolisseur, où il est capable de prendre une école et de la démolir en tapant à des endroits précis. Donc il la rend molle pendant un instant, donc c'est aussi lié à ça l'école molle. Et à la fin il tape sur le haut du toit, et l'école se détruit, et en fait, tous les éléments matériaux sont classés. Donc les vitres tombent intactes, les briques tombent intactes et tout. Et c'est un truc que je trouvais magnifique. Et c'est un truc qui m'inspire encore aujourd'hui. Ouais, Donald Duck et Picsou, Don Rosa, c'est assez incroyable graphiquement. C'est un truc que j'ai oublié, mais pareil, en voyant les pièces, ça m'a rappelé ça, à quel point j'aimais beaucoup ces BD-là.
s'appelle Le plaisir d'être tenu. Donc pareil, je ne sais pas si j'ai bien en parler, c'est une espèce de geste un peu étrange, médical, d'avoir sa langue contrôlée comme ça, avec un bâtonnet, parfois avec la main, et un truc voilà, un peu hyper intime qui me plaisait de reconstruire en sculpture. Ça, c'est Swan Song. Ah oui, ça, c'est beaucoup de pièces que j'ai fait pendant le confinement, donc beaucoup de pièces quand je n'allais pas très bien non plus, parce que voilà, tous les projets sont écroulés. Il faut savoir que là, je ne parle pas pour le moment de ma collaboration avec Louise, mais quand je suis sorti, c'était notre collaboration qui nous a donné beaucoup d'accès aux institutions. Donc on a exposé c'est avec elle qu'on a eu les premières expositions. Donc au Capucin à Embrun, qui est un centre d'art, une agence pédagogique que je vous montrerai peut-être après. Et au Cap Bretigny, où on a un cycle d'expo qui était interrompu par le confinement et annulé. Et en fait, tous nos projets sont tombés à l'eau. Et à partir de ce moment-là, j'avais plus d'expo, ce qui était un peu terrifiant, parce que c'était un peu le cul entre deux chaises où on ne gagne pas vraiment sa vie. Et du coup, voilà, et du coup, tout s'est interrompu. Et du coup, j'étais un peu seul avec mon atelier. Et j'ai pas mal de pièces voilà, qui étaient un peu des postulats de fin. Parce qu'il y a vraiment ce statut. Moi, ça fait peut-être 2-3 ans que le métier d'artiste, j'en vis. Et je ne suis plus au bord du gouffre, où j'ai tout le temps le dossier de CAPES ou une reconversion en tête. Et à ce moment-là, forcément, du confinement, tous les centres d'art étaient fermés et on n'était pas sûr de l'économie qui allait nous attendre à la sortie. C'était un petit peu ça. Donc Swan Song, c'était un peu une pièce postulat comme ça, où le chant du cygne, c'est la dernière pièce avant la mort c'est le dernier chant avant la mort du cygne, qui apparemment serait magnifique. Donc l'idée, c'est de faire la pièce la plus kitsch et la plus romantique possible. Donc de prendre des espèces d'éléments d'art dits beaux et romantiques, qui pouvaient être aussi bien du Van Gogh que comment s'appelle, tous ces symbolistes et tout ça, dont j'étais pas sûr d'être fan, mais en même temps pour lesquels il y avait forcément une fascination, et de faire une pièce autour de ça, comme une sorte de dernière pièce avant la fin. Ça n'a pas été le cas, mais c'était un peu une posture un peu romantique à ce moment-là, qui a fait une pièce qui vaut ce qu'elle vaut. Ça, c'était Allô, tristesse, c'est encore moi, Antoine. Voilà, donc c'était encore une fois une mauvaise période. Ça, c'est Soupe du jour. Ça, c'est Huile de coude. Donc voilà, je ne sais pas si c'est un peu un truc ridicule. Donc c'est sur Internet où il y avait un argot que j'ai découvert sur les forums où, pour parler d'un pénis, c'était ham candle, donc bougie de jambon. Et c'était absolument répugnant, mais ça a fait une image qui ne quittait pas ma tête. Du coup, ça a fait un dessin que je trouvais assez drôle et une pièce dont j'étais hyper content. Et donc voilà, c'est aussi ça comment le langage et des images comme ça qui peuvent être données par du vernaculaire peuvent donner des pièces qui m'intéressaient. Voilà. Ça, j'ai oublié le nom, mais je pense qu'il n'y a pas besoin de le dire. Ça, pareil, pas besoin d'en parler, je pense. Donc ça, ouais, ça c'était l'expo sortie de confinement qui s'appelait Moisson froide, où j'étais invité par Nicolas Tour, un artiste qui a un lieu qui s'appelle La Centrale. Et en fait, ce qui est assez beau avec ce lieu, c'est que c'est une sorte de grosse white cube qui flotte un peu au-dessus d'un vide. Donc c'est une espèce c'est sur des piliers, il y a un escalier pour y monter, et en fait tout autour il y a le vide. C'est que la campagne, c'est au plein milieu de l'Ardèche, c'est un lieu que personne ne visite, donc encore une expo que personne n'a vue. Moi-même, j'y suis pas allé en fait, j'ai fait un plan de montage, parce que c'est un artist run space, donc il n'y a pas de budget, j'ai pas les moyens ni le temps d'aller en Ardèche à ce moment-là, il fallait que je refloue les caisses après le confinement. Et du coup voilà, donc j'ai fait un plan, j'ai fait des pièces, et c'était super. Parce que j'ai vraiment eu le temps de produire l'expo que je voulais faire à ce moment-là, ce qui est assez précieux en soi. Et donc à partir d'espèces de boîtes white cube qui flottent au-dessus du vide, j'étais assez intéressé à ce moment-là par la question du folk horror. Donc c'est un mouvement de films d'horreur des années 70 qui mélangeait beaucoup de mysticisme, un peu de New Age, notamment il y a un film qui s'appelle The Wicker Man, qui est le film le plus connu de ce mouvement-là, des films anglais aussi, et qui a été un peu renouvelé par un film qui s'appelle The Witch de Eggers, et même en quelque sorte par pas mal d'autres personnes. Donc, il y a eu The Love Witch aussi. Et du coup, c'était voilà, c'est un rapport de peur de la nature, un rapport aussi de souvent des personnages qui se retrouvent, qui viennent de la ville, qui vont dans un espace qui n'est pas le leur, et qui se retrouvent pris à une nature qu'ils embellissaient, mais dont ils retrouvent un peu les aspects négatifs. Et ça m'intéressait aussi à ce moment-là, parce qu'il y avait une espèce de fantasme de la nature par tous les gens qui avaient été confinés devant la nature comme une sorte de solution à tout, alors que pour moi, ce n'était pas le cas.
et en même temps cette espèce de voilà comment ça s'appelle d'éléments horrifiques qui pouvaient se dégager de ça. Et aussi l'idée, bien sûr, d'une sortie de confinement, hein, donc l'idée d'être en huis clos dans un espace et de penser aux formes qui pouvaient se créer. Donc voilà. C'est une pièce qui s'appelle Les Sentiments Robespierre. Voilà. Ça, c'est une pièce qui s'appelle Le Gras des bébés, parce qu'en fait, c'est une bougie. Dans la légende, en fait, les sorcières enlèvent les bébés pour le prélever leur gras et faire une bougie en forme de main qu'elles disposent au chevet de gens qu'elles veulent paralyser. Et par espèce de processus un peu horrible, que je trouvais assez fascinant, ça m'a donné cette pièce-là, qui était du coup sur une botte de foin avec un pied qui l'accompagne. Mais j'ai pas la photo du pied, là. Donc voilà, cette pièce-là aussi, qui s'appelle Double Bind. Ça, c'est Crawl Space. Une espèce d'idée d'avoir, comme il peut y avoir dans les films d'horreur aussi américains, où souvent en fait il y a des fondations entre les murs, ce qui fait qu'il y a des labyrinthes à l'intérieur des maisons et des espaces cachés comme ça, qui avaient différentes utilités à l'époque. Et l'idée d'avoir quelqu'un qui sont cachés dans les murs, c'est un truc qui me plaisait beaucoup. Cœur brisé. Courge mélancolique. Donc voilà, pas des titres très... Donc voilà pour cette expo-là, ça c'était autoportrait en Médusa. Donc c'était un peu une sorte de sentiment à l'époque. Médusa, c'est la méchante des Rescuers, Bernard et Bianca en français, donc le premier. Donc c'est une figure qui est intéressante car c'est Geraldine Page qui la joue, c'est une ancienne gloire d'Hollywood, un peu en désuétude qu'ils ont réengagée pour incarner ce personnage-là, qui est une sorte d'ancienne beauté en déni de son âge, par lequel je m'identifiais. Parce que même si à la sortie du confinement, j'avais 25 ans, il y avait l'idée un peu du peaking, c'est-à-dire qu'en fait, tout peak, c'est vraiment atteindre le max de ce que la société peut vous apporter, ou de ce que vous pouvez apporter à la société, et du coup, il n'y a plus qu'à trouver notre voie, qui serait celle de la médiocrité. Et donc au moment du confinement, c'est un peu là où je me plaçais, et où je m'identifiais à ce personnage-là, parce qu'en fait, même ce personnage-là est dans la ligne d'un genre qui s'appelle Dame Grand Guignol, ou Exploitation, qui était notamment un film porté par lui qui s'appelait What Happened to Baby Jane, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Oui. Qui est un film avec Joan Crawford et Bette Davis, où justement c'était une sorte de film d'horreur, où deux actrices bannies d'Hollywood, parce que devenues trop vieilles pour être glamour, incarnaient leur propre désuétude et leur propre déliquescence. Et c'est un peu comme ça que je me sentais après le confinement, et c'est aussi ce qui a donné le travail que j'ai produit après avec Clément Garcia-Leguez, parce qu'il y avait cette idée notamment à l'époque de twin death. Donc quand on est une personne homosexuelle, l'idée de vieillir et de devenir rapidement quelque chose d'un peu déprimant après l'âge du twink, donc après les 20 ans. Et c'était un peu voilà, à partir de cette idée-là qu'on a produit des pièces que je vous montrerai peut-être après. Et donc ça, c'est pour moi un autoportrait un peu d'hystérie post-confinement. Mais voilà, mais ce qui s'est passé, c'est que j'ai été nommé au prix Emmerich. Et le prix Emmerich, c'est un truc super, où en fait on vous présente à tout le monde, et là d'un seul coup tout le monde trouve formidable, et c'est assez magique, et où j'ai pu refaire des pièces et les représenter à nouveau. Et donc voilà, c'était une sorte de série de pièces sur l'idée un peu de ce rapport au corps, et d'une sorte de rapport bizarre qu'on peut avoir à la beauté, et même à la transition qu'on peut avoir vers l'âge adulte, quand on a été identifié longtemps comme quelqu'un d'artiste jeune, que je suis encore techniquement, mais où justement il y a toujours ce truc un peu bâtard d'artiste émergent, artiste jeune, ou même ce qu'on peut avoir avec son propre corps, son propre âge, où on vit chacun à son propre rythme, où on fait des sortes de transitions, des pubertés artistiques, physiques, on en a plein. Et donc voilà, ça c'était une pièce voilà, qui s'appelait The Beautiful One, qui faisait référence à la fois aux figures voilà, d'éphèbes, de shonen même dans les mangas, de jeunes garçons, et aussi, c'est un truc un peu long. À l'époque, j'étais intéressé par une histoire qui était le docteur Kaloun, qui est un mec qui a fait l'expérience sur les souris, où il a pris des souris, il les a mis en confinement. Et ces souris, en fait, ont fini par s'entretuer et à exercer des rôles très genrés par rapport à ce qu'elles étaient, parce que c'était vraiment une sorte de scientifique un peu bancal des années 70, qui avait déjà une sorte de théorie sur les cités, un peu Sodome et Gomorrhe. Donc dans les villes, c'est là où les femmes n'élèvent pas leurs enfants, où les hommes deviennent homosexuels, où les hommes deviennent violents. C'était un peu l'idée que les villes, c'était vraiment la fin de la société. Donc il avait vraiment reproduit des villes, des grands ensembles avec des souris. Mais ce qui était intéressant dans ces expériences pas très éthiques, c'est qu'il y a une sorte de souris qui s'est émergée, qui était les Beautiful One, qui étaient des souris qui refusaient les codes du genre
et qui, ensemble, en fait, passaient leur temps à manger juste ce qu'il fallait, ne se battaient pas pour se reproduire et passaient leur temps à faire leur toilette. Ce qui fait qu'elles étaient resplendissantes, très propres et sortaient du lot. Et donc, c'était un peu cette histoire-là qui m'a inspiré ces pièces avec toutes ces images qui les portaient. Ça, c'était Beholder. Pas besoin d'en parler. Ça, c'était céphalothorax. Donc ça, c'était pareil. C'était aussi un moment où, pendant le confinement, comme beaucoup de gens, j'ai fait du kéfir. J'ai fait des trucs de fermentation pour passer le temps. Et il y avait toutes ces théories qui étaient assez intéressantes sur le microbiote, sur le fait qu'on, dans nos ventres, des bactéries régissent d'une certaine façon nos attitudes et nos comportements. Qu'il y aurait des neurones dans nos ventres de l'ordre d'1 million par rapport à 1 milliard dans le cerveau. Enfin, c'est vraiment de la science de périphérie. Enfin, je ne sais pas à quel point c'est vrai, mais ça restait assez fascinant comme théorie. Donc c'est l'idée qu'en fait, nos propres corps, un peu comme dans un film de Carpenter, où là c'est poussé à un truc de body horror horrifique, pouvaient avoir leur propre vie, émancipée de ce que pouvaient être nos cerveaux, notre pensée supérieure. Et donc, à partir de ça, j'imaginais un équarrissement et cette espèce de buste qui pouvait avoir sa propre vie un peu narquoise, émancipée de la tête. Et il y a même des histoires que j'avais lues au passage. C'était par exemple que durant les grands brûlés, les personnes qui sont victimes d'incendies, leurs organes vitaux peuvent migrer à l'intérieur du ventre pour se protéger et bouger plus loin dans cet instant. Donc il y a vraiment cette idée de vie intestine, de vie de la digestion, sachant que ces rapports de digestion, de sédimentation, c'est un vocabulaire que j'utilise beaucoup dans mon rapport de recherche plastique. C'est un truc à aborder un peu Olivier dans sa présentation. Surtout qu'on avale les choses, on les consomme, on les digère, et après, ce qui en ressort, les nutriments, un peu d'image qui en ressort, c'est cette espèce de chose sensible et arbitraire d'une intuition qui fonctionne ou pas, et qui peut donner des pièces. Ça, c'est une pièce qui s'appelait Cozy Bézoard, donc, qui mettait un peu en jeu cette espèce de fascination qu'on pouvait avoir pour les momies. Là, un peu reconduit d'un bonhomme de neige qui sert à conserver le bézoar, qui sont en fait les bézoars, c'était les pierres qui se trouvaient dans le ventre des chèvres, qui se trouvent toujours dans les ventres des chèvres, qui, à une certaine époque de la Renaissance et du Moyen-Âge, je suis assez vague pour ne pas dire n'importe quoi, étaient des pierres considérées comme précieuses, donc, qui étaient des pierres justement organiques, d'origine organique plutôt que minérale, qu'on prélevait du ventre des chèvres et à qui on donnait des valeurs médicamenteuses et miraculeuses, comme en fait pendant les grandes découvertes qu'on a pu faire aux momies, qui étaient consommées par les grands bourgeois, qui consommaient des momies, qui déballaient les momies, alors que c'était quand même des cadavres humains. Mais il y avait cette espèce de portée magique, un peu étrange, qu'on donnait à des objets comme ça, mystérieuse et de soins. Ce que je trouve toujours intéressante par rapport à ce qu'on peut mystifier des autres cultures et oublier de la nôtre. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup de médecine chinoise ou de choses un peu orientalistes, alors que c'est juste qui existait dans nos cultures aussi. Donc cette culture de râper des pierres de chèvre pour se guérir, que ce soit les sensus, c'est un truc que j'apprécie aussi en termes de mythologie un peu étrange qui existe dans la culture occidentale et qu'on oublie un petit peu. Ça, c'était Bassin, Running Up That Hill. Donc pareil, c'est cette logique de vie intestine qui peuvent devenir des anguilles et avoir leur propre vie ainsi, comme ça. Et là, on voit que le côté du phallus, mais il y avait aussi un vagin de l'autre côté. Donc il y avait une possibilité de réversibilité. Un peu, quand on est émancipé de la société, qu'on peut presque s'imaginer un autre genre ou une autre identité, une autre vie organique aussi. Et Running Up That Hill, ça fait référence à la chanson de Kate Bush, où elle s'idée d'un deal with God, comment s'appelle, pas un chantage, un marchandage avec Dieu pour trouver, pour se mettre à la place des autres. C'est un truc qui m'intéressait à ce moment-là. Ça, pas la peine d'en parler. Ça, c'est le pas du pêcheur. Donc pareil, c'était une sorte de synthèse entre différentes choses. Ça venait beaucoup des pièces de Paul Thek, qui est un artiste américain des années... ça fait réagir les chaussures poissons. Un artiste américain qui avait fait une espèce de série de pièces à partir de reliquats de chaussures romaines. Et il y avait un manga de Junji Ito, dont j'ai déjà parlé au début, qui s'appelait Gyo, où pareil, des poissons prenaient vie et finissaient par posséder les cadavres humains, les existences humaines,
sous une forme un peu hybride, comme ça, un peu curieuse. Et j'aimais bien citer voilà, de sortes de corps possédés qui à nouveau prend sa vie à lui-même. Donc par la suite, j'ai été invité à faire une expo au Franck Normandie, donc là où j'ai étudié en fait pendant 5 ans. Donc c'était un peu un retour aux études dans une ville où j'avais eu un peu ma claque, où j'ai passé trop de temps, je pense. Donc c'était intéressant. Donc là, c'était une expo d'un Frac, un solo, donc ça se refuse pas. Donc j'y suis retourné pour faire cette expo, où je me suis intéressé à ce temps d'adolescence. J'ai fait aussi mon lycée là-bas, et j'ai pensé, c'est une expo qui durait tout l'été, donc vraiment le temps des grandes vacances. Du coup, cette espèce de contexte de grandes vacances à Caen, ça m'a fait vraiment penser à ce moment de puberté, vraiment où je passais tout l'été à travailler et à regarder des animés dans mon lit, notamment la nuit. Notamment un animé qui s'appelle Neon Genesis Evangelion, que vous connaissez peut-être. C'est un animé qui est redevenu à la mode. C'est un animé des années 90, c'est très vieux, mais qui est redevenu à la mode avec Netflix, qui l'a racheté, qui l'a remis voilà, au goût du jour. Et donc c'est une sorte d'adaptation des sentiments de cet animé, un peu divers, hein, même de la consommation de cet animé, parce que du coup je le regardais tous les ans pendant 5 ans. Et c'est surtout un animé sur la dépression, et sur une sorte de personnage qui refuse une responsabilité qui lui est donnée par la société, donc notamment de conduire un robot et de détruire des anges, qui sont eux-mêmes des métaphores assez complexes, dont j'ai pas tous les tenants et les aboutissants, hein. Mais c'est surtout un animé en fait qui est une sorte de boogie-boulga de toute une culture catholique et chrétienne repris par des Japonais pour créer justement une sorte de nouvel évangile, une sorte de nouvelle mythologie à partir d'espèces de bases déjà assez curieuses en fait qu'est la culture judéo-chrétienne. Et donc voilà, ça donne cette espèce de consommation d'une culture par une autre culture, et moi après qui consomme ça, qui propose ça, une sorte d'interprétation de ça, donc à la fois l'expérience de ça dans mon lit avec l'isolement, avec une sorte de maison qui pourrit, une sudation omniprésente. C'est pour ça le kebab en fait. Le kebab, voilà, c'est un peu moi. Le kebab, c'est moi, donc vraiment cette expérience de regarder des films la nuit après avoir mangé 2 kebabs et suer, avoir cette expérience du sebum. Pour moi, voilà, ça donnait cette forme-là, encore un peu de lanterne aussi. Et ça donnait aussi un geste du colombin en céramique qui assez naturellement donne cette forme de kebab qu'après il faut lisser. Mais que là, j'ai choisi de laisser et de vraiment cette truc de suie intense. Donc là, qui a cassé à la base. Donc c'est une sorte de gros chewing-gum en résine acrylique. Et après, voilà, proposé pour l'expo sous une forme de frite en fait. Voilà. Les images sur le sol, c'est des tapis en fait qui pourront être comme des cartes postales ou ces images voilà qui restent. De consommation, encore une fois, tuffeté, mis en matière, confortable, sur lequel on peut s'allonger, qui reprenaient des images de cette époque-là, de marques, de jeux vidéo qui restaient, encore une fois digérées et dont seule l'essence reste. Ces espèces de sculptures un peu qui ont une sorte de besoin d'affection et en même temps qui sont en distance et un malaise avec leurs propres besoins qui me plaisaient, qui reprenait aussi les formes notamment là des anges pour Évangélion, une sorte de une grosse boule voilà un peu mystérieuse qui finit par saigner. Et au mur voilà de la même façon ces espèces de synthèse d'images qui reprennent chacun une sorte de tableau que je ne vais pas détailler parce que je ne pense pas que ce soit nécessaire de tout dire. Voilà, c'était ça l'espèce d'ange qui a donné après le corps qui allait avec. Ouais, c'est ma pièce préférée de cette année-là, qui s'appelle Exude. Et donc en fait dedans il y a un petit personnage qui est caché, si on regarde avec son portable avec une torche, qui est en train de se reposer. Ouais, pareil. Ça c'est hygiénisme, donc c'est à nouveau un truc avec les momies, mais aussi avec un truc un peu curieux. En fait, c'est avec les cadavres sous certaines conditions, en fait, peuvent produire du savon. C'est la saponification des corps. Et donc, il y avait dans les momies, avec ce rapport de bandage, à nouveau un rapport d'hygiène un peu curieux, de propreté avec ce qui paraît malsain, justement, ce qui peut être un corps. Et donc, cette espèce de croisement, de paradoxe, un peu à Lautréamont, un peu avec même un truc aussi, la gargantua aussi, qui est un truc du bas-corps, qui peut être réinventé, qui peut être vu aussi comme une sorte d'hygiène de vie en soi, ou d'excès. C'est un truc qui me plaisait, qu'il y avait cette pièce-là. Du coup, c'est 3 momies issues d'un cartoon qui s'appelait Egyptian Melodies de Disney,
qui étaient confrontés voilà, à des espèces de bulles de savon. Et les lignes des momies se prolongent comme ça dans le tapis. Ça, c'est notre tapis voilà, qui reprenait l'espèce de forme d'ange de la Bible, en fait, qui sont un peu incompréhensibles par leur nature, qui notamment notre fouette avec une sorte de marque des années 2000 qui s'appelait Nophir. Et pour moi, ça fonctionnait en termes de sens, mais j'en sais pas plus. Ça, c'est Croc-Route. Donc pareil, c'était une sculpture un peu une forme de puberté où une acné telle pouvait aussi presque donner un rapport flou de genre, comme ça peut arriver parfois. Il y avait une espèce aussi de sudation, de tarte à la crème, de monstruosité qui me plaisait. Et voilà, c'est confronté au film de Franju qui s'appelle Les yeux sans visage, qui est aussi un film où en fait un personnage est en fait démasqué, enfin perd la peau de son visage dans un accident. Et son père, en fait, tue des jeunes filles pour essayer de lui donner des greffons qui sont refusés. Donc à chaque fois, l'espèce de consommation de peau de visage qu'elle perd au fil des jours. Et il y a cette scène dans le film, en fait, on voit l'évolution par le maquillage. Ça, c'est un film des années 40, hein, c'est des films très vieux. C'est les premiers films d'horreur français, en fait. C'est aussi les premiers films de super-héros avec Judex. Franju, c'est assez incroyable. Et donc voilà, c'est un film qui est assez gore. C'est-à-dire qu'il y a vraiment cette scène où elle se retourne, et en fait, elle n'a plus la peau de son visage, il n'y a que ses yeux. Et en même temps, c'est un film qui est assez beau. Et voilà, ça fait partie des films qui m'ont donné aussi des formes comme ça, de dessin, même de peinture et de palette d'émail, en l'occurrence, qui ont fait ces formes-là. Ça, c'est une pièce de Kikonique, mais le dessin, c'est moi. C'est pas moi la pièce, c'est ça. Donc pareil, un truc de déchéance un peu de trucs où on laisse tomber. Ça, c'est notre tapis qui est inspiré d'un jeu vidéo qui s'appelle Earthbound. Je ne sais pas si vous connaissez. Mais c'est un jeu des années 90 qui était non, ça a commencé dans les années 90, mais c'est sorti en 2000 sur GBA. Et c'était un jeu justement où à la fin l'antagoniste, qui est une sorte d'alien, mais assez complexe, et il est combattu par une chanson. En fait, plutôt que de l'exécuter, c'est le boss de fin. En fait, c'est une chanson qui lui évoque son enfance, qui lui est chantée, qui le vainc. Et moi, j'aimais bien cette idée-là. Et surtout, en fait, c'est sa forme finale, en fait, où c'est juste une sorte de synthèse entre des visages horrifiques et des espèces de fœtus. Et il défile comme ça, comme dans les RPG des années 90, avec des espèces de visions psychédéliques. Donc ça, c'est pareil, c'est une synthèse de différentes choses qui ne sont pas utiles de préciser, je pense. Ça, c'est une autre expo que j'ai fait au moment. Ça, c'était pour la Villa Noailles. Donc ça, c'est une pièce qui était mise à l'extérieur, mais je trouvais mieux vue comme ça. Donc c'était une pièce, en fait, c'était un ensemble qui s'appelait Infatuation, qui est un terme qui n'existe pas trop en français, qui est l'espèce de sentiment amoureux qu'on pense avoir pour quelqu'un, mais qui est un sentiment un peu opportuniste, où on fantasme plus sur on est plus amoureux de l'amour, ou amoureux de ce que la personne peut nous apporter sentimentalement que de la personne en soi. Donc en soi, c'est une sorte de tombe à ces sentiments-là. Une sorte de renoncement à ce que pouvait être l'ambition amoureuse sous la forme d'une pression sociale. Le nom ? Infatuation. C'est aussi une chanson de Sophie, je ne sais pas si vous connaissez, la DJ. Et en français, je crois que la traduction c'est entichement, mais c'est un terme un peu désuet, qui n'a pas trop de sens. Et en ça m'intéresse d'avoir ce terme qui n'existe pas en français, mais qui était utilisé en anglais, et surtout les traductions me plaisaient aussi. Donc ça donnait cette pièce-là. Et celle-là, en quelque sorte, qui est une sorte d'urne comme ça. Ça, c'est la dernière expo que j'ai fait à l'institution. Donc c'était avec Louise, mais en séparé, et Sarah Tritz, qui est notre artiste pour qui j'ai travaillé. Donc c'était un peu drôle de se retrouver. Donc c'est une commissaire qui s'appelle Johanna Peneves qui nous a invités à réfléchir à la question du féminin. Donc une question assez complexe, donc ça s'appelait le prisme du féminin. Donc il a commencé à la base par la question en fait de tout ce qui était les savoir-faire dépossédés des femmes, notamment la question d'une culture geek en fait. En soi, donc l'informatique, ça a été notamment les premières codeuses. Il y a eu beaucoup de codeuses féminines, notamment sur les missions d'Apollo. Il y a eu beaucoup d'informatique qui s'est basée sur des techniques de tissandrie,
tissage en fait, qui a été créé et fabriqué par des femmes. Et aussi, moi, ce qui m'intéressait, c'était la question de Frankenstein, de Mary Shelley, qui était la base de la science-fiction moderne, contemporaine, qui du coup a été écrite par une femme pour être après repossédée par une sorte de culture très masculine, qui serait le film d'horreur, qui serait la science-fiction, qui serait la culture un peu des nerds, qui change aujourd'hui avec des polémiques qui sont intéressantes via le jeu vidéo, mais qui, voilà, il y a une sorte de dépossédement, alors que cette genèse se trouve dans une question féminine qui m'intéressait, enfin de construction féminine, d'identité féminine, pour mettre une nuance. Et donc j'étais invité à parler de ça, étrangement, mais ce qui m'intéressait quand même. Donc voilà, j'ai fait cette pièce-là, cette espèce de cœur recousu, cette pièce-là qui s'appelle La Suture, donc qui m'intéressait par rapport à l'émergence dans des films d'horreur de figures ou de médias d'horreur d'une figure d'infirmière en fait, qui je pense était à la base une sorte de fétiche de male gaze, de fétiche un peu masculin détourné, mais qui m'intéressait dans ce rapport de soins détournés aussi. Donc des figures de femmes qui se mettent à faire des opérations sur des hommes en termes de vengeance, et qui du coup a cette espèce d'ambiguïté, de monstruosité qui me plaisait. Et il y avait aussi cette figure dans les animés de ce qu'on appelle la bandage babe en français, je ne sais plus comment ça s'appelle en anglais. Donc cette figure de femme vulnérable qui est, en fait, c'est un truc un peu glauque de femme qui en fait qui va avoir un bras dans le plâtre, et en soi c'est un fétiche. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces figures-là ont par la suite été prises comme figures horrifiques de vengeance, de vengeresse en fait. Ça c'est une adaptation de Marie-Lou de Polnareff en plastique, en sculpture. Et donc ça, cette figure, c'est les fujoshi. Et les fujoshi, c'est un terme japonais dérogatif, enfin péjoratif, pour parler des lectrices de yaoi. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Ah, ouais. Justement, en fait, c'est des mangas qui se lient un peu avec honte, mais c'est intéressant. C'est des mangas érotiques mettant en scène des hommes homosexuels, mais écrits par des femmes, souvent des jeunes femmes. Donc c'est des jeunes femmes qui mettent en scène des hommes ensemble à destination de jeunes femmes, et souvent très jeunes. C'est des choses qui sont souvent lues au lycée, parce que j'avais dans ma classe au lycée des jeunes filles qui faisaient ça, et c'est des jeunes filles qui étaient très brillantes, qui écrivaient des fanfictions, qui écrivaient notamment des crackfics, des choses comme ça, enfin des mises en scène érotiques. Et ce qui m'intéressait, c'était une vraie culture que je connais. Je connais des personnes qui l'ont fait, je connais des personnes qui continuent à le faire. Et ce qui était intéressant pour moi, cette espèce de puberté qui était loin de la considération un peu médiatique de la puberté adolescente qui passe soit par les règles ou soit par une sorte de pureté, ou encore une fois un truc de délicatesse, ou un truc de subversion par les règles uniquement, alors qu'en fait, il existe une puberté pleine de sébum chez les filles aussi, par les filles que j'ai connues. Et ça passait par moi pour ça chez les fujoshi, parce que c'était vraiment un groupe de filles qui lisaient ça très fort, qui parlaient de leur fantasme homoérotique très fortement. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que ces rapports d'homoérotisme sont très violents souvent. C'est des rapports de domination extrêmement violents, avec souvent des personnages très faibles, dominés par des personnages très masculins, souvent avec des dominations financières. C'est très très violent. Donc ça m'intéressait, cette face, on va dire, pseudo-cachée, qui puisse exister dans une puberté féminine. Et du coup, mettre en scène une espèce de monstruosité qui pouvait aussi reprendre les Érini, les nymphes, qui pareil sont devenues avec le temps des rapports de nudité, des rapports d'érotisme, alors qu'à la base, c'est souvent des figures vengeresses qui décapitaient les hommes et les mettaient en morceaux. Comme c'est le cas d'ailleurs dans ce film qui s'appelle Jennifer Body, de Karyn Kusama, mais qui était scénarisé par Diablo Cody, qui était un film qui était aussi intéressant pour moi, parce que c'était un film où Megan Fox, qui était à l'époque était un sex symbole à cause de Transformers, jouait un personnage qui mangeait des hommes, après avoir été agressé par des hommes justement. Et c'est un film qui a fait un flop, car il a été vendu comme un truc de sex symbole à des hommes, alors qu'en fait c'était vraiment un film pour les adolescentes à la base, un film d'empouvoirment féminin. Et ça m'intéressait de revenir sur ce film qui date quand même des années 2000 et qui aujourd'hui est revisité un peu par tout le monde et tout le monde trouve formidable. Jennifer's Body. Donc c'est justement, en plus, voilà, par rapport au fujoshi, c'est une amitié féminine qui est un peu, qui joue aussi un peu d'un érotisme subtil, voilà, de meilleures amies qui sont plus ou moins amoureuses, et où la meilleure amie doit poursuivre, se défendre contre son meilleure amie qui, au cours de sa puberté, se met à manger des hommes. Ça, c'est une des dernières expos que j'ai faites à peu près en même temps à Sissi Club, une galerie à Marseille,
où là j'étais invité sur... Alors c'est une expo, c'est un emoji, donc c'est pas facile à dire. Mais c'est un emoji qui pleure un petit peu, des kaomoji japonais, mais qui à la place s'appelait Mimicry. Et donc c'était l'idée pour la commissaire à la base d'une inspiration, voilà, tout ce qui pouvait être animé, manga. Mais pour elle, c'est une forme de cynisme, alors que pour moi, ça ne l'est pas du tout. Enfin, pour moi, dans mon travail, ce qui est important, c'est qu'il n'y a pas d'ironie. C'est-à-dire que les formes dont je parle, c'est des formes pour lesquelles j'ai une vraie affection, un vrai attachement, et des formes que je trouve vraiment belles, parfois un peu dégoûtantes. Mais comme je disais, avec un peu un truc à la Gargantua ou l'être amant, c'est qu'il y a une sorte aussi de beauté dans ce qui peut être de l'ordre du dégoût. Et aussi pas vraiment de cynisme ou d'érotisation. C'est des choses que je prends un peu en tant que telles. Et des choses, voilà, encore une fois, digérées, qui deviennent un peu autre chose aussi. Et qui sont clairement des autoportraits sentimentaux. C'est vraiment un truc de relatable. Il y a vraiment un rapport au même aussi. Ce truc justement de culture de niche qui va être digérée, qui n'appartient à personne. Bon, moi, je prends une figure d'auteur par la force des choses, même si j'essaie de m'en émanciper par mes collaborations. Il y a surtout vraiment du relatable où en fait, ça permet d'exprimer des sentiments sans nom par des espèces d'exagérations cartoonesques ou des choses de l'ordre du même. Donc ça, c'est 2 pièces. Ça, c'est Snip Snoof, par exemple. Et ça, c'est Gloops. Donc là, voilà, c'était les mises en espace faites par la commissaire avec une pièce de Nelly Xarmakishti et des pièces de Valentine Gardienet, qui sont des pièces avec qui je suis assez proche aussi plastiquement, avec qui j'ai exposé plusieurs fois, par la force des choses. Et du coup, exude ma chérie de cette année-là. Donc ça, c'est des pièces qui ont suivi, un peu dans cette ligne-là. On voit rien du tout, tellement c'est blanc sur blanc. Mais bon, voilà, pour passer vite. Ça, c'est Austère. Ça, c'est Porte-Perruque. Et ça, c'est une série de chœurs qui est en cours. Donc pareil, c'est un travail en cours, mais je peux en parler rapidement. C'est vraiment l'idée des sentiments qu'on nous demande d'avoir. Enfin, c'est pas les sentiments qu'on nous demande d'avoir, mais c'est les modèles sentimentaux qui nous sont proposés par les médias, romantiques ou pas d'ailleurs, dans lesquels on s'acclimate, on s'identifie, mais au final, ça prend des crèves qui ne prennent pas. Justement, quand on essaie de s'adonner à des vies de couple ou à des choses comme ça, pour se rendre compte, en fait, c'est pas pour moi, et en fait, c'est l'horreur. Et de trouver ses propres modèles. Du coup, ça m'intéressait d'avoir cette espèce de cœur un peu mis à mal, plus ou moins subverti, mais en même temps avec un rapport d'affection pour ces modèles que je ne vais pas décrire comme obsolètes, mais qui ne seraient pas les miens, mais pour lesquels, du coup, j'ai une distance un peu particulière. Donc ça, c'est les pièces qui sont en cours à l'atelier. Donc des cacahuètes, notamment. Là, j'ai prévu de faire une cacahuète qui ferait approximativement 2 mètres pour une commande. Parce que, pour plein de raisons. Parce que la cacahuète, ça m'inspire une sorte de vraie beauté décorative dans les causes que ça peut être. Et je pense notamment à William Morris, qui est une figure importante des Arts and Crafts, même fondatrice, qui avait lui un rapport aux acanthes, qui étaient des plantes justement un peu... là, on pouvait choisir des fleurs, des objets un peu de bourgeoisie, de démonstration de valeur. Lui avait choisi les acanthes qui étaient des mauvaises herbes et qui du coup avaient tous ces rapports de comment ça s'appelle, d'arabesque, une sorte de beauté comme ça, que je trouve moi dans les cacahuètes, dans les causes des cacahuètes, par ces lignes, par cette espèce de truc un peu de l'ordre du digérisable, presque technologique de soudure, qui va aussi avec un geste de céramique qui me plaît. Cette espèce d'appétence, cette espèce de truc un peu dodu. Et aussi, c'est le fait que c'est une source de protéines pas chère, le beurre de cacahuète que j'ai beaucoup consommé, et pour lequel j'ai une affection et que je continue à avoir. Ça, c'est des pièces qui sont en cours aussi. Voilà. Donc voilà, des personnages qui pleurent, des personnages mous. Donc voilà. Donc ça, c'est pour la partie solo. Il reste combien de temps là? Je ne sais pas combien de temps j'ai parlé. Ah bah ça fait 1 heure. Est-ce qu'on a le temps pour que je monte le travail avec Louise, avec Clément, brièvement? Donc j'ai un 2e PDF. Clément, c'est plus court, donc je vais commencer. Donc ça, c'est un PDF que j'avais fait avant pour une proposition qui n'a pas été prise. Pour le prix Utopie, où justement on parlait du fait que la culture homosexuelle, c'est aussi beaucoup de spite. C'est-à-dire qu'on passe par des étapes de jalousie, des étapes aussi de rencontre. Même dans nos amitiés, en fait, c'est assez drôle avec Clément, on se compare constamment à des personnes horribles,
Les personnalités auxquelles s'attache Clément, ça va être des personnes comme Trisha Paytas, je ne sais pas si vous voyez. Ceux qui savent, savent. Ceux qui ne savent pas, savent pas. Donc c'est une youtubeuse qui est connue pour ses crises de larmes, notamment en vidéo, et pour un peu cette déchéance permanente, physique et émotionnelle. Et toute cette culture-là, un peu de figure camp, et comme je vous disais, de grand guignol, qui est liée à la fois à un truc un peu transversal entre une sorte d'hystérie stéréotypée féminine, péjorative, mais qui est récupérée par la culture queer, dans des personnages de drague notamment, et des sortes de médias aussi, de représentation un peu de la méchante folle, auxquelles on finit par s'identifier, qui finit par créer aussi des formes et des discours. Donc là, voilà, c'est des formes de déchéance, de dégoulinure. Donc ça, c'est le chien gratin, ravioline du Morvan, à mon bébé, sauce demi-glaise. Il y a aussi un truc de l'ordre du gras qui est aussi important dans notre travail, je pense. Jean Chrysalide, tartelette mitochondria, Sigoune Tartelune, de Cruche, qui est un peu un autoportrait de nous deux. Floros candidose, chips dips. Crassula crapota, sandale noyade. Maudite mauviette, pied-douche à pichet, avec aussi des personnages auxquels on s'identifie dans ces rapports d'eux-mêmes. Et ça, c'est le Juste au corps de Tonya Harding. Je ne sais pas si vous savez qui c'est. C'est plus vieux que moi. Tonya Harding, c'était une patineuse artistique. Ah oui, vous connaissez peut-être à cause du film avec Margot Robbie, qui a été fait il n'y a pas si longtemps. En gros, c'était un peu une personnalité un peu white trash, mais très forte en patinage artistique. C'était un peu la meilleure, mais qui était mal maquillée, qui était mal fagotée, qui avait ce truc beaucoup pas très élégant, très américain, de classe populaire, qui a probablement été battue, en fait, très maltraitée pour être aussi forte, mais qui avait en concurrence une femme radieuse qui incarnait toute l'élégance un peu plus américaine, un peu Ralph Lauren. Et ce qui s'est passé, c'est que les médias les ont ligués l'une contre l'autre, et ça s'est fini avec la famille de Tonya Harding qui pète les genoux de sa concurrente avant les Jeux Olympiques de Lillehammer. Mais ce qui se passe, c'est qu'il y a un peu une fin à la Disney un peu tragique, c'est-à-dire que la concurrente s'est rétablie et en fait a fait une performance incroyable, tandis que Tonya Harding s'est écroulée, elle a été interdite d'y aller, mais elle y allait quand même, s'est écroulée de larmes pendant les Jeux Olympiques devant tout le monde et a fini par finir 7e alors que c'était la meilleure. Donc un peu un truc d'identification à ce personnage-là, de rancœur, de jalousie aussi, de déchéance face à une personnalité qui est plus forte, plus belle. C'était un peu à ce genre de personnage qu'on s'identifie. Et même à ZZ, dans Le Père Noël est une ordure, par exemple. C'est un peu une sorte de personnalité qui s'identifie, qui fait des cendriers avec des huîtres, ce qu'on a fait d'ailleurs, mais qui n'est pas là. Donc des figures un peu de déchéance et de pathétisme, mais en même temps qui ont une sorte d'esthétisme quand même et de fierté. Mais en même temps, un peu de méchant Disney, où ça peut que finir mal. Donc voilà. Voilà, ça aussi, ça c'est dans Gremlins, je ne sais pas si vous voyez. Et je peux vous montrer, on va faire rapide. Ça, c'est les premiers boulots en 2014, quand on était en étude avec Louise, d'un projet qui s'appelait Ping Pong, donc il y en a 100. Je vais les montrer rapidement. Donc c'était un projet qui consistait, en fait, il y avait des chutes de feuilles de gravure, et ça consistait en une correspondance un peu secrète face à l'équipe pédagogique, d'images. L'un fait une image et l'autre la complète. Donc c'était une sorte de laboratoire graphique et de bande dessinée qui nous appartenait qu'à nous, quand on n'avait pas la place forcément de travailler à deux et qu'on ne savait pas quelle place donner à cette pratique-là à ce moment-là. Et c'était l'occasion aussi de reproduire des éléments, des rapports de culture de niche et personnels. Donc voilà, je ne vais pas tous les montrer. De quoi? Non, il y en a un qui fait un dessin, l'autre qui répond. Ouais. Et l'intérêt, c'est qu'on ne sache pas trop qui a fait quoi. C'est pas forcément ça l'intérêt. Surtout qu'on s'est beaucoup amusé à parodier l'autre, à faire exactement ce que l'autre ne veut pas qu'on fasse, à faire des dessins moches aussi, c'était l'occasion. Tester des choses aussi, un peu se cacher derrière l'autre pour oser des choses qu'on ne voulait pas faire tout seul. Et oser être bête aussi, c'était assez important, là en l'occurrence.
Mais c'est des choses finalement qui ont donné des formes dans le duo, mais aussi en solo. Même des attitudes, on va dire. Parce qu'il y a ce truc d'intuition qui peut être un peu compliqué aux Beaux-Arts avec ce rapport d'oralité et ce rapport parfois de justification qu'on peut sentir dans des rapports aussi de sentiment d'imposteur qui continue avec le temps. Ça part pas tout seul. Moi encore, tout le temps. Alors que pourtant je suis prof. Mais du coup, se cacher derrière l'autre, c'est une technique assez intéressante. Et c'est aussi une façon d'être indifférent par rapport à l'autre. C'est qu'on n'avait pas besoin d'en parler, en fait, on s'en parlait à deux et ça suffisait. Ça suffisait à créer les formes qui nous allaient, en fait. Bon, ça suffit. Et je peux vous montrer, du coup, le travail qu'on a fait à partir de ça. Enfin, pas à partir de ça. Après, du coup, évidemment, on a voulu avoir d'autres formes. Donc, ouais, je vais vous montrer le site. Donc là, c'est les ping-pong. Après, il y a eu ces formes-là, où en fait, ce qui était un peu amusant, c'était de parodier, enfin, c'est pas vraiment parodier, mais s'inspirer. C'était une forme d'affection pour des stéréotypes de dessin, notamment des rapports de lignes, des rapports de subtilité qu'on n'avait pas forcément, mais où ça nous amusait de nous les approprier. Même des rapports de modernisme, par exemple, parce qu'on regardait beaucoup le design. On peut regarder même des stéréotypes d'élégance, c'est un peu les dessins de Man Ray, des collages qu'il a fait en couleur. C'est des choses qu'on reprend comme ça. Et après des formes, là c'est vraiment des dessins à quatre mains. Donc pour ces dessins-là, on a une feuille de brouillon A4, papier machine pourri, et on rajoute et on enlève. C'est vraiment sous l'addition graphique, jusqu'à trouver une sorte de recette d'assaisonnement qui nous convient. À partir de ça, on se donne des rôles de graphisme, qui a ses forces, qui a ses faiblesses. On s'approprie des couleurs. Avec le temps, ça s'est un peu liquéfié, c'est-à-dire qu'à la fin, on finit même à dire fais tout. Ça, c'est un dessin. Si je le fais, ça ressemblera trop au dessin que je fais tout seul. Si tu le fais, ce sera plus drôle. Et donc voilà, ça donne des formes comme ça. Ça, c'est 2016, donc c'est déjà 7 ans. On a progressé. Mieux dessin qu'on aime toujours, par exemple, calibrage. Voilà, joli projet. Un projet de 1% imaginaire. L'idiot du village, sci-fi. Ça, par exemple, c'était un dessin, on n'était pas d'accord sur le traitement, donc on en a fait deux. Et chacun a fait ce qu'il voulait. En fait, ce qui était bien avec le duo, c'était vraiment le pouvoir de l'indifférence. Ça, c'est une expo très vilaine qu'on a fait pour la Biennale de Mulhouse. Donc, c'est la première mise en plastique de ces formes-là. C'était un gros échec, mais c'était drôle d'apprendre par rapport à ça, de voir comment ce qui fonctionne en sculpture et ce qui ne fonctionne pas. On a quasiment tout jeté. Celle-là, on l'a gardée, ça c'est Brenda, donc qui est repris du dessin précédent, qui est une sorte de stéréotype de ligne de queue de cheval qui nous faisait plaisir. Et en fait, ce qui est drôle, c'est que je faisais pas mal de céramique déjà à l'époque et j'ai fait ce qu'il fallait pas faire, des bulles d'air, ce qui lui a donné des boutons sur tout le visage, mais ce qui a donné croûte à la fin au final, dans ma pratique solo. La jupe, voilà. Donc, et ça, c'est ce qu'on a fait ensuite. Donc, on a pris nos erreurs. Et ça, c'est une expo dont on est encore content, qui s'appelle Le lac avec des muscles. Surtout que c'est une expo qui n'était pas facile parce qu'en fait, c'est une expérience pédagogique. Donc, en gros, on avait 2 fois 3 semaines pour produire, dont la moitié du temps avec des enfants. Et il fallait qu'on incorpore le travail des enfants dans cette expo-là. Parce que c'est un peu des expos dont les centres d'art ont besoin pour créer des liens avec les gens qui vivent en Embrun. Donc on a passé beaucoup de temps à regarder des typologies qui pouvaient être liées à la montagne, parce qu'Embrun c'est dans les Alpes, et ce que pouvaient dégager chez les enfants ces formes-là. Et finalement ça finit un peu un laboratoire de formes, de toutes formes différentes, avec des sculptures qu'ils ont fait. Ce qui était à la base d'une contrainte était un peu un plaisir au final. Donc c'était vraiment construire des écrins aussi pour des pratiques amatrices, des pratiques d'enfants. Ça c'est 2 pièces qu'on a fait qui s'appellent les crottes et lapis, inspirées en fait de deux lieux qui s'appellent comme ça à Embrun, donc la cascade de Lapis et les Crocs, qui en fait était un lieu renommé qui s'appelait les Crottes à la base. Donc on a demandé aux enfants de façon potage de réfléchir à ces noms-là. Ils ont fait des dessins et en fait on les a revisités, on a fait des textiles parce qu'on avait envie de faire des textiles à ce moment-là. Et avec des typologies du coup qu'on reprend et repris un peu de Memphis par exemple ou de design maximalisme. Et à partir de ça on a fait des dessins en duo, en solo, à partir des typologies encore une fois des enfants. Donc Louise a fait des découpages comme ça. Vous irez voir le travail de Louise toute seule vous-même, si ça vous intéresse. On a fait des dessins en duo comme ça, et ça, j'ai fait ça.
à partir des extraits des dessins des enfants. Et on a fait un journal de dessin par jour qui ressemble à ça. C'était l'occasion de dessiner, ça nous a amusés. Ça, je passe. Ça, c'est des couvertures qu'on a fait pour Rovenne, une revue de dessin, où finalement, c'était celle-là qui a été acceptée. D'autres dessins en duo. Françoise, qui est le vrai nom de Fantomette, en fait. Une semaine en Sicile. Donc voilà, ça, c'est le cycle qu'on a fait à Bretigny. Qui là, on avait des thèmes à chaque fois, donc ça, c'était plus loin, plus proche. On a imaginé ruptures amoureuses ou amicales, et les formes qui pouvaient en dégager, donc des ruptures des téléphones, des lignes de connexion, et des colis d'amitié en fait qui étaient faits pour être détachés et séparés, qui du coup étaient des grosses céramiques pour l'occasion, qu'on a dessinées ensemble. Et moi en solo, j'ai fait des cactus, des bases pour cactus en fait. Et Louise a fait des coussins en forme de timbre. Ça c'est la Villa Belleville, c'était pas fou ce qu'on avait fait. Donc je passe. Celui-là était super par contre, ce dessin-là. Et après, ça s'arrête en 2020 parce qu'on a eu on a commencé à avoir de plus en plus de travail en solo et maintenant on continue à faire on a une pratique quand on est sollicité, quand on a le temps de dessiner ensemble. On vit ensemble, on est en colocation, donc c'est assez transversal, on dessine quand on a envie. Notre collaboration continue à suinter dans nos pratiques solo par les discussions qu'on a. Ça, c'est la deuxième partie qui s'appelait la loi du plus fort. Donc on a fait ces peintures murales là aussi, avec des sparadraps, des dents en céramique et des yeux crevés qui tombaient comme ça. Et moi, j'ai fait des vases de conflit, où des formes molles et des formes dures étaient un peu en étranglement mutuel. Et Louise a fait des assiettes en forme de cible, faites pour être détruites. Voilà, d'autres ping-pong qu'on a fait plus tard. Et voilà, ça s'arrête là. Merci pour votre écoute. Est-ce qu'il y a des questions ? Je ne sais pas comment ça se passe. Je ne vais pas laisser là-dessus. Dans ta collaboration en céramique, ouais. Avec Clément, je crois, c'est ça. C'était qui faisait quoi? Oui. Alors là, c'était vraiment... c'était beaucoup moins construit qu'avec Louise. C'est-à-dire que c'était vraiment, en fait, on dessinait très peu, on dessinait pas, ce qui était assez curieux. On ramenait des images et on faisait des espèces de grosses formes à partir de la poubelle de terre de Clément. Et à partir de ces formes-là, on rajoutait des éléments. En fait, le rapport de dessin que j'avais avec lui, c'était directement sur la matière, directement sur le motif. Et la justesse se trouvait un peu avec le temps de séchage. Mais ce qui était intéressant avec Clément, c'est qu'il y avait vraiment ce truc d'abandon, de contrôle des formes. Il y a vraiment ce truc où, vas-y, fais un œil, vois ce qui se passe. Oh, c'est moche, t'enlèves. Vraiment, ce qui est bien en fait dans ces deux collaborations, ce qui fait que c'est fonctionné aussi bien, c'est un truc d'honnêteté. On n'avait pas peur de dire à l'autre, toi, tu gardes ça chez toi. Et c'est par l'accumulation des éléments et par aussi les discussions qu'on avait en même temps, parce que c'était un peu aussi le moment un peu du thé, quoi. Enfin, on faisait un goûter ensemble aussi, ça créait des formes assez naturellement. Et sur la question de l'émail, par contre, tu vois, c'était un truc sur lequel Clément était très tatillon, moi pas du tout. Du coup, on se forçait aussi à faire ce que l'autre aimait pas trop. Clément, lui, c'est quelqu'un qui fait des pots. Donc lui, par exemple, son émail, c'est trempage, 3 coups de pinceau. Alors que moi, justement, moi, j'avais des rapports plus de peinturlure. Et du coup, il y avait aussi des rapports c'était pas des compromis, c'était aussi voir où est-ce que l'un pouvait amener l'autre. Parce que pareil, par exemple, il y avait tous les émaux de Clément qu'il a ramenés, qui sont des émaux faits maison. Moi, avant, je travaillais avec des émaux industriels pas très beaux. Très, ce qu'on trouve aux Beaux-Arts, en fait, les émaux un peu par défaut, voilà, qu'on achète au kilo chez Serradel. Et justement, avec lui, on a pu avoir une recherche qui était plus poussée là-dessus. Et moi, ce que j'ai pu amener à Clément, c'est un rapport au dessin de figuration un peu différente. Parce qu'après, la pratique de Clément, et la voir en solo, vous comprendrez aussi les différences et ce qui nous rassemble. Voilà. Oui ? Moi, j'avais 2 questions. J'avais déjà, par rapport à toutes
les images, les choses qui influencent votre travail. Comment vous les collectez? Vous les collectez mentalement et vous les gardez dans votre tête? Vous les imprimez? Vous faites des dossiers sur l'ordi? Alors j'avais un Tumblr que je continue à remplir, qui est un peu ma morgue d'images, en fait, c'est ma source de travail. Je les collecte sur mon ordi de temps en temps, et de plus en plus, en fait, je les redessine dans mon carnet et je les oublie. Mais en fait, j'ai une assez bonne mémoire sur les images et sur les sources. Enfin non, c'est faux maintenant, mais avant c'était le cas. Maintenant, il y a trop d'images, il y a trop de trucs, mais je crois qu'il y a un peu un plaisir de l'oubli. Parfois, même, il y a des images qu'on oublie, puis on les retrouve, et en fait, elles n'ont plus la même teinte. Il y a tout un rapport comme ça, de laisser les choses partir aussi. Avant, j'étais beaucoup dans la collecte. J'étais beaucoup même dans les objets, j'accumulais. Et je crois que depuis quelques temps, je suis un peu dans le contraire, à vouloir un peu relâcher. Donc ça a changé. Et du coup, ça change aussi les rapports à l'image par rapport à ça. Et maintenant, j'ai un plaisir à oublier et m'émanciper. Et les connexions, ça c'est beaucoup sur des trucs, voilà, vraiment un rapport de flux. Il y a vraiment ce plaisir de trouver un peu un zeitgeist. Vous voyez ce terme? C'est l'esprit du temps. Et en fait, c'est quand on va regarder plusieurs dessins animés, plusieurs BD, et en fait, on retrouve des lieux communs, mais très spécifiques. Hein. Pas des symboles, par exemple, pas des trucs un peu bateaux, mais des choses vraiment de l'ordre de la niche. Et là, en fait, on se dit, il y a peut-être quelque chose à creuser. Et en plus, moi, ça me parle aussi. Et là, il y a un truc qui se crée à partir de ça. Et c'est là où les connexions se font. Souvent, moi, j'ai des morgues d'images, et en fait, je vois qu'il y a des liens qui se font. Parfois, il y a un peu un truc de la sérendipité. Hein. On navigue et on trouve des choses qu'on n'imaginait pas. Moi, je passe beaucoup de temps sur un site qui s'appelle TV Tropes aussi, moins maintenant, qui est en fait un site qui collecte les stéréotypes, les lieux communs, les dispositifs narratifs des séries, des dessins animés et tout ça, et où là-dedans, on trouve les synthèses un peu de ce qui rapproche différentes choses. C'est un truc qui me passionne pas mal, même si je m'en émancipe de plus en plus, parce que maintenant j'ai un peu ma grammaire aussi. J'ai un peu les choses que j'ai besoin de faire, mais les mêmes, c'est un truc que je continue à consommer, à regarder, parce que c'est assez passionnant de voir comment les choses réagissent à des actualités, réagissent à des événements politiques, ou à des positionnements, on va dire, ou même des vibes, des choses qui n'ont pas de nom. Et c'est là, en fait, les choses sont intéressantes pour moi, c'est quand les formes commencent là où les mots s'arrêtent. Et en fait, les mèmes, c'est vraiment ça, c'est-à-dire qu'en fait, on n'écrit pas un mème. Expliquer un mème, c'est expliquer une blague, c'est laborieux, c'est chiant. Soit les gens ont le langage, soit ils ne l'ont pas. Et je pense que moi, j'aime bien avoir ce rapport de grammaire aussi, et de langage qui passe vraiment par la forme, mais qui est compréhensible par certains. Et ce que j'aime bien aussi, c'est que les rapports de polysémie, c'est-à-dire que certaines personnes vont avoir leur langage, vont comprendre les références, d'autres pas du tout. Quand j'ai fait l'expo Egrégore, par exemple, le terme d'Egrégore, c'est un terme un peu mystique qui ramène un peu à tout, qui ramène à un conglomérat d'images. C'est encore un peu un truc de bougie-boulga, un peu volontairement, pour un peu brouiller les pistes. C'est de voir les gens qui comprenaient les références précises à certaines choses. Et ça, c'est un truc qui me plaisait, mais qui ne sont pas nécessaires. Parce que trouver un plaisir esthétique, même à des choses de l'ordre du même apprécier des choses qu'on ne comprend pas, c'est un truc que j'aime bien aussi. D'accord. Et je voulais demander aussi pourquoi ça s'appelait Everything but the Kitchen Sink. Alors c'est une expression qui veut dire un peu tout et n'importe quoi, genre un peu comme si tu jetais tout par la fenêtre, sauf il restait plus que l'évier de la cuisine, comme le dernier truc qu'on ne pouvait pas décrocher. Et c'est un peu ça en fait. C'est un peu ça. C'est vraiment, on met tout dans la marmite et on voit ce qui flotte. On voit ce qui résiste un peu à la marinade après 3 jours. C'est un petit peu ça. C'est quoi déjà le nom du jeu sur GBA dont vous aviez parlé? Earthbound. Comment? Earthbound, ou Mover 3. Au Japon, c'est Mover 3. En France, c'est Earthbound. Mais le personnage, c'est Ness. Il est dans Super Smash Bros. Melee, par exemple. C'est comme ça qu'il est connu en Europe. Et au Japon, il y a ce jeu voilà, qui est assez dingue, qui a inspiré un peu Twin Peaks, notamment. Et qui, en fait, ce truc qui est super, c'est que c'est vraiment une vision de l'Americana par les Japonais. Donc avec des trucs hyper spécifiques. En fait, le mec qui l'a fait, notamment, c'est un compositeur qui s'appelle Shigesato Itoi, qui est un type à la base qui est même connu pour des livres sur la pêche, et qui est un peu une figure japonaise, un peu qui touche à tout, et qui a voulu faire un jeu pour ses enfants, pour sa fille, et ça donnait ça. Du coup, c'est un truc qui est assez émouvant, assez subversif dans ses rapports justement à la violence. Il y a des rapports de violence et tout. C'est un RPG, on combat les gens.
mais on joue des enfants et qui sont un peu confrontés à des choses qui les dépassent. C'est assez chouette. Voilà. Merci beaucoup. De rien. Bonsoir. Bonsoir. Du coup, je voulais vous poser une question. C'était pour savoir comment vous avez fait pendant vos années aux Beaux-Arts pour... comment dire, ça m'a vachement interpellée, ce truc où vous parlez de la culture de niche et... j'ai noté... de la médiocrité et tout ça aussi facilement, parce que c'est un truc qui est assez difficile pendant les années aux Beaux-Arts de parler de ça. Enfin, c'est toujours un peu un tiraillement de trouver un juste milieu quand on parle de tous ces sujets-là, des sentiments, de la médiocrité, de tout ce dont vous avez parlé. Et je voulais savoir comment vous avez travaillé sur ça, sur le fait de parler de tout ça aussi facilement, quoi. C'était pas si facile à l'époque, c'est des choses qui se construisent avec le temps. Je pense que le duo a aidé, par exemple, le fait de pouvoir se légitimer à deux sa culture de niche, par exemple, que les profs ne connaissaient pas et dont certains, du coup, n'appréciaient pas forcément, vu que c'était en dehors des clous. Après, je pense qu'en 10 ans, moi j'ai commencé en 2011, les choses ont changé quand même. C'est-à-dire que, par exemple, en fait, à l'époque, les films d'horreur, par exemple, tout le monde trouvait ça dégueulasse. Et maintenant, tout le monde trouve Dario Argento formidable, par exemple. Il y a plein de trucs comme ça. Maintenant, les mangas, c'est cool et tout. Enfin, ça devient presque subvertif, alors que ça l'est plus vraiment. Enfin, moi, j'ai pas l'impression que c'est une pratique subversive comme ça. C'est pas du pied de nez, c'est pas du troll. Mais c'est vrai qu'à l'époque, oui, il y avait des gens qui n'étaient pas du tout axés là-dedans. Fallait parler de Mike pour parler de ça, il fallait parler de Mike tout le temps, quoi. C'est très bien Mike, mais il y a un moment, il est mort, quoi. Voilà. Et je pense qu'il y a un moment, c'est être capable de comprendre En fait, toutes ces choses-là, il faut déjà avoir un rapport critique par rapport à ça. Moi, je parle de toutes ces images-là, il y a un truc un peu de fascination, mais je suis assez conscient de la médiocrité de certaines choses aussi. Il y a beaucoup de mangas que je lis qui sont très mauvais, mais parfois, ça suffit d'avoir une chose incroyable dedans. Jojo, les gens qui en ont parlé, Jojo Bizarre Adventure, c'est claqué par terre. C'est un manga, c'est illisible, c'est quand même parfois misogyne, c'est super douteux, mais dedans, picturalement, c'est incroyable. Il va y avoir une case qui va être folle et que ça va valoir le coup de tenir les scénarios vraiment pas fous. Et c'est aussi ça un peu la recherche et de se laisser porter aussi par des curiosités, des spécificités, et à son tour de respecter ses propres spécificités. C'est là, la dernière fois, j'avais une étudiante qui me disait j'aime le jeu vidéo, mais elle me disait j'aime Zelda, j'aime Red Dead Redemption. C'est pas ça qui va m'épanouir. Enfin, c'est pas avec ça qu'on a des grosses discussions. C'est aussi à un moment faire ses propres recherches sur un rapport de niche. On aime les mangas, on aime le jeu vidéo, ok. Mais si on s'arrête à la base et qu'on ne va pas dans la culture vraiment, on va vers des choses qui sont propres à soi, on va nulle part. Par contre, c'est quand on réussit à trouver une sensibilité précise par rapport à des choses qui le sont aussi, qu'on fait ses recherches et qu'on trouve ces choses-là, que en fait, on finit par se dire, mais en fait, j'ai bossé, c'est mon truc. Et en fait, au pire, si machin n'aime pas, c'est pas mon problème, quoi. Dans 3 ans, je suis sorti. Donc c'est aussi un moment de prendre la légitimité qu'on mérite, mais il faut la mériter. Et il faut avoir un rapport critique aux choses, je pense. Je pense que dans ce que j'ai dit, j'ai peut-être l'air très fasciné, mais je ne suis pas tant que ça. Je ne suis pas fan des choses. Je ne suis pas fan d'inconditionnel de quoi que ce soit. Il y a plein de ce que j'adore qui font un jeu lâcher parfois. C'est très important aussi de quitter ce truc de fanboy, de gamer boy, de trucs de geek aussi, parce que c'est des fausses cultures. Enfin, c'est des cultures qui sont un peu créées par aussi des besoins capitalistes. Mais là-dedans, dans le mass média, dans les choses-là, il y a des trucs qui sont formidables. Mais ceci va pour l'art contemporain. Tout est produit par des systèmes. Et il faut comprendre les généalogies, les hérédités de ces choses-là, d'où elles viennent. Il ne faut pas s'arrêter purement au vernis des choses séduisantes, qui peut être de l'ordre de l'exotisme pour les mangas, qui peut être de l'ordre de la grandiloquence pour des choses qui prennent les moyens qu'on ne voit pas forcément tous les jours. Et c'est là où les choses deviennent un peu intéressantes pour moi. Et il faut réussir à se les approprier et avoir des choses à dire avec ça. Moi, ces choses-là, je les prends et je les mets dans mon truc et je parle de moi, mais je parle d'autres choses aussi, j'espère. C'est pas qu'autobiographique, je pense. Et c'est comme ça que les choses se produisent. Et aussi, c'est important, voilà, d'en parler avec des gens et d'avoir du recul sur les choses, mais vraiment de faire des vraies recherches. Parce que c'est ça, en fait, la niche, elle est... En fait, même les étudiants, ils disent on n'aime pas le jeu vidéo, on n'aime pas le manga. Bah oui, si tu me sors Naruto, c'est cringe, quoi. Enfin, si tu as juste la base et que tu me dis juste que tu as lu Naruto parce que c'est ton enfance et tout ça,
c'est pas... non, c'est pénible pour tout le monde, en fait. Il faut avoir des vrais rapports... Enfin, il faut vraiment avoir un rapport critique aux choses et un recul sur les choses. Et si on l'a, on peut parler de tout ce qu'on veut. Hein. À partir du moment où ce rapport critique-là, il est existant, mais pareil, même des trucs, même des médias que les profs ne connaissent pas forcément, de ARG, des choses qui existent que sur YouTube. Moi, j'écoute des youtubeurs qui font des essais formidables, hein, mais il faut les trouver et il faut avoir quelque chose de spécifique par rapport à ça. Mais je pense que dans l'art contemporain, les gens trouvent ça bienvenu. Hein. Mais il faut avoir une vraie étude par rapport à ça, il faut les défendre, il faut les porter, ces positions-là. Et pas les amener timidement, avec des pièces faibles, avec des trucs genre un peu oh, moi j'aime bien ça, ça passe pas. En fait, rien ne passe quand on est comme ça. Mais le problème, c'est que voilà, on a l'impression que c'est pas légitime, du coup on a du mal à les défendre. Mais en fait, il faut juste les défendre comme n'importe quoi. Hein. Oui, Antoine, peut-être j'aimerais bien t'entendre parce que tu as montré des choses, mais ce n'est pas forcément un lien que tu as explicité dans ta parole entre les pièces que tu nous montres et leur rapport à, disons, les synthèses qu'elles proposent de l'ordre d'une sensibilité, comme tu dis, ou d'un lieu à creuser, à définir, qui est peut-être d'ailleurs une émotion. Ça, je ne sais pas à quel point ce lieu-là, il est mouvant lui-même en fonction... du temps qui passe, des regardeurs qui changent, etc. Mais ça, d'un côté, le lien au décoratif. Les pièces en céramique aussi, qui indiquent un peu ça, les tapis, les pièces textiles et le lien qu'elles peuvent avoir avec les usages, les manières d'habiter, etc. Comment, peut-être même pour les étudiants, de parler de ce lien-là. Non, c'est très juste. Et en plus, on a parlé ce midi, et j'en ai pas parlé parce qu'il y a plein de choses qui ne peuvent pas être dites, mais c'est un bon sujet. C'est-à-dire que le choix des médiums, pour moi, la céramique, déjà, quand j'étais étudiant, c'est vraiment tout des ploucs. Et je pense que c'est ce qui me plaisait vraiment là-dedans. C'était un atelier qui était désert, et il y avait vraiment quelque chose, on partait de rien. Moi, en France, je ne suis pas épanoui par la céramique non plus. Il n'y a pas une scène qui me transcende, j'ai des amis qui en font, mais il n'y a pas une scène forte, ce qui fait que c'est un besoin de compléter ça. Par exemple, j'aime beaucoup les jeux vidéo et l'animation, mais ça ne me viendrait pas à l'esprit d'en faire, parce que c'est des gens qui font ça très très bien. Et je n'ai pas le sentiment de voir ce que je veux voir en céramique. Donc il y a ça. Et pour le rapport au décoratif, il y a un rapport d'affect quand même. La céramique, c'est un matériau où, comme je disais, on le modèle. Il y a un rapport physique, il y a un rapport de caresse, en fait, de ponçage, de soin. Et je trouve que ça se ressent à la sortie dans les pièces qui existent. Même dans les pièces les plus dégoûtantes ou les plus repoussantes. Et le rapport au décoratif, je dirais que ça vient aussi du plaisir. C'est presque un glissement du graphisme. Ça vient vraiment d'un goût du graphisme quand même, qui a été un de mes premiers amours et que j'ai beaucoup regardé, qui évolue vers ça, qui évolue encore une fois par cette espèce de, je ne dirais pas une culture de la marge, mais une sorte de renouveau du fanzine aussi, qui va avec une espèce de choses qui se distribuent, qui va avec du dessin un peu dérisoire, qui me plaît, mais qui avec le temps, enfin sur les dernières pièces, qui s'épure de plus en plus, ça devient de plus en plus lisse. Et je ne sais pas comment ça va évoluer, voire ça va. Le décoratif, pour moi, c'est aussi le rapport au signe. Ça va être le rapport avec le peu de choses qui va faire une bouche, un œil, un nez, des larmes, et qui va créer cette empathie assez forte. Je pense que c'est ce que j'aime bien, c'est une sorte de décoratif de la vulnérabilité, un petit peu comme ça. Je ne sais pas si ça répond à ta question exactement. Est-ce que les emojis font partie de tout un nouveau, qui a quelques décennies, de langage aussi qui appartiendrait à une grammaire visuelle, ornementale, et qui serait un petit peu entre le dessin ou l'image et le langage, ou une sorte d'entre-deux qui accompagne comme ça une sorte de frise qu'on peut aussi créer au gré des messages, ou là par exemple leur rôle sur le titre de la conférence. Ouais, l'emoji, mais l'emoji, je le classe presque dans le pas loin du même. C'est-à-dire que c'est le peu de choses qui dit beaucoup. Mais ça vient vraiment de la base du dessin, un trait, deux yeux, et il y a un visage et une émotion. Et ça, c'est vraiment la force du dessin pour moi. Et c'est aussi ça, pareil, quand je fais une céramique, notamment les courges, où le centimètre joue vraiment sur des nuances de sentiments qui sont assez dingues. Enfin, je me suis amusé très longtemps à faire parler mes céramiques, à les faire bidouiller, à trouver le bon sens par rapport à ça, et à trouver l'espèce d'empathie juste, ou la chose qui peut me se créer par l'accident. Mais oui, c'est vraiment ce truc du peu qui fait beaucoup.
par une sorte de toute une histoire de la ligne, une histoire de l'image aussi. Et c'est vraiment une grammaire qui est importante. Et ça, en plus, ça c'est plus que le emoji, ça c'est le kaomoji. C'est des choses, c'est des emojis faits avec des... C'est l'ancêtre de l'emoji, non? Alors, c'est entre les deux, parce qu'il y a eu d'abord les émoticônes, puis après il y a eu les emojis de comment ça s'appelle, faits par Apple et par toutes les compagnies qui synthétisent pour leurs appareils les emojis. Et ça, c'est un peu transcendant, c'est un peu entre les deux, c'est-à-dire que c'est toute une grammaire qui s'est développée avec des signes de clavier débloquables, ou avec des signes japonais, par exemple. Et... De quoi? Ce duo-là, sur la page de titre, ceux qui sont au-dessus de Everything, c'est quoi ça, ces signes-là? Mais justement, c'est des signes qui sont parfois construits exprès, c'est des signes que je connais. Parfois, je pense que c'est même des signes qui sont lors de la typo de musique, je ne sais pas ce que c'est exactement, mais c'est justement des réappropriations de ça pour faire des personnages. Il y a des pages entières de ça, du coup, il faut faire des copier-coller, des créations des gens. Il y en a des complexes, il faut des lignes entières avec des narrations, il y a un peu tout. Et c'est vrai que c'est des choses souvent qui sont de l'ordre du kawaii ou du ridicule. Et c'est une grammaire qui me plaît aussi, du dérisoire. Je disais simplement que j'avais cru comprendre que Antoine a fait l'école d'art qui correspondait à son territoire, là où tu as passé tes années lycée. Ouais, c'est ça. Quand Cherbourg, c'est une école qui est assez spécialisée graphisme, est-ce que tu penses que, si tu avais été dans une autre école d'art, tout ce côté dont on vient de parler aurait été aussi développé, ou est-ce que on est quand même, par rapport à ta formation? Tout est possible, on ne saura jamais. Mais oui, j'ai fait les beaux-arts, j'ai fait le lycée, je suis rentré directement à 17 ans, et j'ai fait vraiment l'école qui était à côté parce que je n'avais pas forcément la connaissance du reste. Et je suis resté parce que c'était pratique et que je faisais un peu ce que je voulais, ce qui est très bien. Et oui, effectivement, c'est une école d'art et médias où il y a un cursus de graphisme. Et c'est vrai qu'il y avait une attention sur tout ce qui était à McLuhan ou John Berger, par exemple, qui sont des gens qui forcément font réfléchir sur l'image, qui sont des théoriciens qui sont assez importants, pas si connus que ça en France malgré tout, dans les milieux profanes, comparé à la French Theory, mais qui pour moi ont été des penseurs plus importants dans la construction de mon rapport à l'image et dans la construction de mes œuvres, notamment des rapports de contexte et de séquentialité. J'ai parlé d'Abby Warburg aussi, ou de Benjamin, c'est des gens qu'on a mangés là-bas. On a des profs documentalistes, on a des profs qui sont sensibles à ces questions-là. Tous les profs sont fans de Mike Kelley. Forcément, ça permet des choses. Ça formate des choses aussi à casser après, ça c'est normal. Mais c'est forcément une affinité que j'ai eue. Et puis moi, j'étais intéressé par le graphisme pour une période avant. Mais c'est aussi des questions de légitimité où le graphisme paraît être un endroit où on peut gagner plus d'argent qu'un artiste contemporain, ce qui n'est pas forcément vrai, ou du moins trouver du boulot. Et après, ça s'est développé sur une pratique sculpturale, parce que c'est pareil, j'ai fait beaucoup de dessins, mais c'est la sculpture qui m'intéresse le plus dans sa possibilité narrative et spatiale, qui est presque liée aux jeux vidéo. Mais effectivement, le rapport aux médias, c'est un truc qui est très important. Et qui, du coup, pareil, ceux de consommation, par ces penseurs-là, il y avait un rapport qui était de fascination et en même temps de retrait, de questionnement par rapport à ces questions de mass média. Merci. Merci. Peut-être une dernière question, parce que quelqu'un peut me poser une dernière question? Pas de dernière question? Eh bien, merci mille fois Antoine, et à vous. très vite pour travailler.